n'avez que 10% de chance que ça fonctionne. Ça, c'était les mots que mon chirurgien m'avait prononcés au bout de quelques mois d'examens différents. Ma femme de l'époque et moi-même, nous voulions avoir un enfant et pour des raisons physiologiques, nous ne pouvions pas en avoir. Alors, bien entendu, une opération chirurgicale, une microchirurgie aurait pu faire l'affaire, sauf que mon médecin, éminent spécialiste, expert dans la matière, nous dit que nous n'avons que 10% de chance, que l'opération ne pourra nous donner que 10% de chance de réussite. Alors, je fais partie de ces gens qui, quand on leur dit qu'il y a 10% de chance de réussir, eh bien, je n'entends que réussir. Et me connaissant, je fais partie encore de ces gens particulièrement optimistes. Quand on leur dit qu'il n'y a que 10% de chance de réussir, on y va. Et quand on me dit, si le médecin m'avait même dit, écoutez, monsieur Poulart, il n'y a aucune chance que ça fonctionne, eh bien, me connaissant, j'aurais été probablement capable de lui dire, docteur, essayons, si ça se trouve, je pourrais faire l'exception. Peut-être êtes-vous de ces optimistes que l'on traite un petit peu de fous, de malades mentaux, de déconnectés, de béats. Vous êtes différents des autres parce que vous avez une énergie différente des autres. Vous vous reconnaissez dans cette image? Moi, c'est comme ça qu'on m'a identifié quand j'étais salarié. J'étais souvent l'extraterrestre de service, différent des autres. Là où certains avaient besoin d'une dizaine de cafés le lundi matin pour démarrer, moi j'étais hop, sur le qui-vive, il fallait y aller, je voulais y aller, il fallait que je vende, il fallait que je téléphone, il fallait que je rencontre des gens, il fallait que j'ai des résultats. Et ce qui est parfois intéressant, c'est de constater que culturellement, nous avons une vision peut-être un peu différente de l'optimisme. C'est vrai, au fond, en France, être optimiste, c'est pas trop bien vu. On est un pays cartésien, on dit souvent que les optimistes sont des doux rêveurs, et on a plutôt tendance à penser que le pessimisme, c'est voir le côté réaliste du monde. Et je vous démontrerai dans cette keynote que rien n'est plus faux et que la réalité, au fond, n'est que ce que nous en faisons nous-mêmes. Et dans mes voyages, j'ai rencontré un ami et un collègue britannique qui m'a fait cadeau d'un document qui est plutôt un sketch dont vous reconnaîtrez les acteurs, qui démontre un petit peu comment les Anglais voient l'optimisme à la française. Regardez. Michael, you must be very thrilled with that result. Take us through the race. Yes, well, I was not very happy with the car. And we had a lot of problems, and the car was not so good, I think, that, you know. Yes, but you won. It's a great result for you. You must be very happy. Well, we had a lot of problems with the car, and I was not so happy. It was very hard. Yes, but you won. I won, yes, but there were many problems, and it was very hard and difficult, and I was not happy at all with the car. Yes, but you did actually win. Can I get that straight? You actually won the race. With a lot of problems, yes, I know, it was very hard. Yeah, well, just leaving aside for the moment how hard it was, are you happy to have won the race? Well, it was very difficult. Yes, well, presumably it was difficult. Presumably that's why you get paid £500,000 per race and get as much sex as you can eat. I just need to know if this makes you happy having won the race. Delighted, enchanté, over the frigging moon. Well, we had a lot of problems. Are you happy? It was very difficult. Are you happy? Many problems. Are you arsing well happy, you dismal, moaning French twat? You do a job that half of mankind would kill to be able to do, and you can have sex with the other half as often as you like. I just need to know if this makes you happy. We had a lot of problems. Alors vous le connaissez, ces gens qui, dans votre entourage, sont dans l'incapacité totale de célébrer la moindre petite victoire. Quand vous réussissez quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui arrive à vous dire « oui, mais ça aurait pu être différent, oui, mais si, oui, mais ça ». Et en fait, ça plombe l'ambiance et ça plombe même une énergie complète, que ce soit la vôtre ou celle d'une équipe, ça plombe l'énergie. Alors, pour faire cette keynote, cela fait des années que je la fais et je me
nourri régulièrement d'études scientifiques et il existe maintenant depuis une bonne vingtaine d'années une multitude de recherches, d'études scientifiques et même des recherches cognitives ou même la génétique entre en ligne de compte et aujourd'hui nous avons un regard bien scientifique sur comment fonctionne l'optimisme. On explique aujourd'hui clairement pourquoi certaines personnes sont plus heureuses que d'autres, pourquoi certaines personnes réussissent mieux là où d'autres échouent lamentablement, pourquoi certaines personnes semblent tout le temps échouer là où d'autres semblent tout le temps réussir. Est-ce que nous naissons optimistes ou est-ce que nous le devenons? Eh bien, je vais répondre à ces questions dans cette keynote d'ici quelques instants. Alors, parmi toutes les études qui existent, bien entendu, si certaines sont un peu contradictoires ou si certaines apportent des informations différentes des unes des autres, toutes les études sont d'accord sur un point, c'est que nous avons la vie que nous choisissons. Oui. Alors je sais, ça peut peut-être vous sembler étrange, vous serez probablement d'accord et il se peut aussi que vous vous dites « mais attendez, je n'ai pas la voie que j'ai choisie, c'est pas ma faute, je ne choisis pas tout ce que je vis, tout ce que je subis ». Et vous avez peut-être raison. Mais alors, si la science nous dit ça, regardons un petit peu ces images. Quand vous regardez cette image, ce qui est bien certain, c'est que à droite, le chauffeur de ce pick-up, de ce 4x4, il a choisi d'être là, de rouler vite dans cette flaque d'eau, parce que son plaisir monumental est d'asperger ces deux belles jeunes femmes qui sont à gauche de l'écran. Alors, en revanche, on pourrait légitimement se poser la question, est-ce que ces deux femmes ont choisi d'être dans cette situation-là ? Pourtant, la science nous dit que nous avons la vie que nous choisissons. Étrange, regardez un petit peu. Ce chien, lorsqu'il est sorti ce matin, vous promenez votre chien, est-ce que lui, il s'est dit « Tiens, aujourd'hui, je me ferais bien une petite rencontre impromptue » A-t-il choisi ce qui lui arrive ? Et puis, vous, mesdames et mesdemoiselles, est-ce que vous vous levez le matin en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je me ferais bien coiffer par un chameau » Ça me semble peu probable. Et puis, même si la neige, vous ne la voyez pas souvent, il y a des événements parfois qu'on ne choisit pas. On pense avoir tout bien fait et puis l'accident arrive. Est-ce que nous l'avons choisi? Et puis, il y en a toujours qui essayent de faire plus que les autres. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Et puis, nous vivons en ce moment une crise sanitaire. Il y a la fameuse série Les Grands Confinements, saison 1, 2 et peut-être 3, avec les couvre-feux respectifs dans certains pays à certaines heures, d'autres pas. Les restaurants ouvrent dans certains pays et d'autres pas. Mais avons-nous réellement la vie que nous choisissons? Alors, laissez-moi vous expliquer parce que ça va devenir très intéressant et je vous invite vraiment à retenir ce que je vais vous dire là parce que cela peut changer radicalement le cours de votre vie à tout jamais. Parmi toutes les études que nous connaissons, il y en a une qui a été menée et qui est toujours menée par le professeur Richard Wiseman de l'Université de Londres, qui a voulu comprendre pourquoi certaines personnes avaient plus de chance que d'autres. Et il a fondé ce qu'il appelle le Luck Lab, en anglais, le laboratoire de la chance. Et parmi toutes les études qu'il fait depuis maintenant de nombreuses années et toutes les personnes qu'il a interviewées, le panel de volontaires qui est venu se prêter au questionnement de ses collaborateurs et de lui-même, eh bien, il s'avère, et regardez bien ce chiffre qui s'affiche à l'écran maintenant, il s'avère qu'à hauteur de 87%, mes amis, écoutez bien, à hauteur de 87%, nous vivons tous des événements de vie similaires. Tous. On peut se lamenter et penser que la chance arrive toujours plus chez l'autre et que les malheurs arrivent chez nous, sauf que ceux qui ont de la chance ont probablement aussi des malheurs, mais qu'ils les ont appréhendés différemment de vous. En fait, ce qui est important, et c'est une information majeure, et qui va vous permettre aujourd'hui d'arrêter de vous lamenter en vous disant « mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça tombe tout le temps sur moi? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et rien qu'à moi, eh bien non, ça arrive à tout le monde, à hauteur de 87%. Nous vivons et devons tous faire face aux mêmes événements de vie, quels qu'ils soient. Les autres 13%, ce sont les événements réellement exceptionnels. Alors quand vous serez la prochaine fois tenté de penser que ça ne vous arrive qu'à vous, eh bien je viens de vous rendre service, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes y arrivent mieux que d'autres, réussissent mieux que les autres? Eh bien, ce n'est pas tellement ce qui leur arrive. Alors, bien entendu, il y a des événements plus dramatiques que d'autres, on est d'accord là-dessus. Mais les personnes qui ont plus de chance que d'autres sont celles qui arrivent à transformer ce qui leur arrive en merveilleuses opportunités. Au fond,
Ce que le professeur Wiseman et d'autres après lui ont découvert, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui importe dans notre qualité de vie et dans notre taux de réussite, que ce soit dans notre vie privée que dans nos affaires. Mais c'est ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Les personnalités optimistes ont une façon extraordinaire de transformer les pépins en pépites. Ils ont compris un principe fondamental, c'est que quoi qu'il leur arrive, ça peut peut-être devenir une opportunité, et même si un projet capote, eh bien ça peut peut-être les mener vers des idées auxquelles ils n'auraient jamais pensé s'il n'y avait pas eu cette épreuve auparavant. Donc, si ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui importe, mais le regard que nous portons sur ce qui arrive qui importe, laissez-moi vous faire une démonstration pour que vous compreniez bien que nous sommes responsables de ce que nous allons transformer. Nous avons la responsabilité de ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Si vous considérez que c'est un drame, ça le sera. Si vous considérez que ce sera une opportunité, ça le sera également. C'est vous qui décidez. Alors, pour le reste de cette conférence, j'aimerais que vous jouiez le jeu, même à travers l'écran, mais que vous participiez vraiment vous-même activement. Et je vais vous demander d'aller chercher l'enfant qui est en vous. Oui, je sais, ça peut paraître un peu étrange, on ne vous le demande pas souvent, mais là je vous le demande, allez chercher l'enfant qui est en vous. Pour comprendre ce principe du focus, quel est le focus que vous portez sur les événements, je vais vous faire une démonstration que vous n'allez probablement jamais oublier. Oui, je sais, ça peut paraître présomptueux, mais ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais cette démonstration, et ça fait une dizaine d'années que les gens me retrouvent parfois des années plus tard pour me dire « Waouh, ce que tu m'as expliqué ce jour-là dans cette conférence, je ne l'ai jamais oublié. » Alors ça y est, vous êtes prêts, vous êtes confortablement installés, vous avez été chercher l'enfant qui est en vous, alors tenez-vous bien, c'est parti. Vous ne le voyez probablement pas à l'extérieur, mais dans l'une de mes poches, j'ai un objet. Et cet objet, eh bien, n'est ni plus ni moins que celui-ci. Alors, je ne fais pas de gros plan là-dessus. C'est un objet, quel qu'il soit, quoi que vous voyez, peu importe. Mais cet objet, si vous pensez que je tiens un portefeuille entre les mains, eh bien, c'est une première observation intéressante que ce que vous observez va devenir votre réalité. Première information capitale pour comprendre la démonstration que je vais vous donner, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Le cerveau, lui, traite les informations de la même façon. C'est à vous maintenant d'être maître de ce que vous allez voir. Si, pour vous, ceci est un portefeuille, votre cerveau l'identifie comme un portefeuille. S'il l'identifie comme étant un petit porte-document ou un porte-carte de visite, c'est la réalité, ou en tout cas la vérité que votre cerveau va se construire maintenant. Maintenant, je vous suggère d'imaginer que ceci n'est ni un portefeuille, ni un porte-carte de visite, mais ceci, maintenant, est un problème. Ceci représente, métaphoriquement, un problème. Alors, ce problème n'est pas bien grand. Je l'avais avec moi depuis le début de ma keynote, je l'ai sur moi, ce n'est pas bien lourd, ça prend pas beaucoup de place, et face à ce problème qui survient maintenant, que j'ai entre les mains, j'ai le choix. Et oui, on a toujours le choix. J'ai le choix de le remettre d'où il vient. Voilà. Sauf que si je le remets d'où il vient, ma démonstration sera vite finie. C'est pas terrible. Or, pour ma démonstration, regardez ce qui se passe. Quand il nous arrive quelque chose, il nous arrive souvent de se poser les mauvaises questions. Ce que j'entends par mauvaises questions sont les questions que l'on se pose et qui n'apportent aucune solution ou aucune solution constructive. Ces questions sont du genre « Tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, pourquoi moi ?» Vous connaissez ces questions « Pourquoi moi ?» Alors, si un jour quelqu'un a trouvé la réponse au « Pourquoi moi ?», envoyez-moi un email, ça m'intéresse. Mais ça arrive à tout le monde, on l'a vu tout à l'heure, les problèmes arrivent à tout le monde. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Oh, ça arrive au mauvais moment. Vous vous rendez compte ? Voilà. Ce qui pouvait être pour vous un portefeuille, un porte-carte. Mais nous avons vu que la façon dont je vais nourrir et je nourris le problème, je me mets en mode problème et je nourris le problème, je mets le focus sur le problème, eh bien, le problème va progressivement prendre une dimension différente. Et vous avez vu, cette dimension, elle commence à devenir énorme. Eh bien, on a tous un réflexe. C'est le réflexe de remettre le problème d'où il vient. Voilà, hop là.
Hop, voilà, je remets d'où il vient. Voilà, c'est très bien. Bon, il n'est pas aussi bien plié parce que j'avais pas le temps. Mais une fois que le problème est déballé, eh bien, il va falloir continuer à faire quelque chose. Alors, vous continuez à vivre votre vie, vous allez vous passer le week-end se passe plus ou moins bien, et le lundi, au bureau, vous rencontrez cette personne bienveillante. Vous savez, vous connaissez cette personne bienveillante, celle qui vous voit le lundi matin et qui vous demande comment ça va. Et cette personne veut vraiment savoir comment ça va. Vous la connaissez, cette personne. Peut-être êtes-vous ce genre de personne bienveillante. Et vous dites, comme beaucoup de gens, vous savez, le comment ça va, c'est devenu une formule de politesse. On s'en fout un peu de ce que les gens disent. On est bien d'accord, comment ça va, et vous dites à un moment donné, ça va pas, les gens s'en foutent, ils vous entendent même pas, ils continuent leur activité. La question n'était même pas sincère. Mais cette personne-là est sincère et elle vous demande comment ça va, et vous lui dites ça va. Mais elle voit que ça va pas. Elle voit que ça va pas. Et alors, elle vous dit un truc de fou. Ces personnes-là vous disent toujours cela, vous allez le voir, vous allez vous reconnaître. Quand vous dites que tout va bien, et qu'elle voit que ça va pas, elle vous dit « T'es sûr ?»« Oui, je suis sûr. Pourquoi ?»« Ah, parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. »« Ah, oui, écoute, j'ai oublié. Et à ce moment-là, cette personne bienveillante, toujours motivée par de la bienveillance, vous pose une question qu'on vous pose toujours, qui est la suivante. Tu veux qu'on en parle ? Ah ! Et là, vous vous dites, mais oui, parlons-en. Si ça se trouve, elle va m'apporter une solution. Et vous espérez que dans la conversation, vous allez trouver une solution. Alors, vous ressortez prudemment le problème, vous discutez et vous en parlez de long en large, en large, comme ça, et en parlant de long en large, vous commencez à faire ce qu'on appelle un déballage de problème. Vous commencez à le déballer de long en large, et en le déballant de long en large, vous commencez à paniquer parce que vous vous rendez compte que le problème est peut-être plus important que vous n'imaginiez. Peut-être avez-vous négligé quelque chose, et ce problème va devoir trouver une solution le plus vite possible. Nous sommes toujours en mode problème. Et je continue à nourrir le problème. Et vous ne parlez que du problème. Vous le regardez sur tous les sens, sur toutes ses coutures. Et là, vous commencez à avoir une petite goutte de sueur sous le front, sous la tempe, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, je vais mourir, c'est la fin de mes affaires, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de tout. Et cette personne bienveillante voit que vous n'allez pas bien, et elle vous dit, écoute, Michel, entre nous, je suis passé par là il y a 15 ans. Ah bon ? Et alors ? Tu vas en chier. Et à ce moment-là, son téléphone sonne, il part et il vous laisse avec ce problème que vous avez déballé. Vous êtes toujours en mode problème. Bon allez, vous faites comme vous avez toujours l'habitude de faire, vous le remettez d'où il vient. Ah, ça commence à prendre beaucoup de place. Voilà, et voilà, vous allez au bureau comme ça, vous allez voir vos clients comme ça, vous allez voir vos prospects avec ça, vous allez en réunion de famille avec ça, vous allez chercher vos enfants à l'école avec ça. Et ça se voit de plus en plus, ça prend de plus en plus de place. Or, quand on se met en mode problème, on arrive à une phase que l'on appelle la loi de Murphy. Alors, si vous avez déjà entendu parler de la loi de Murphy ou pas, la loi de Murphy, c'est quoi ? C'est ces fichus moments dans la vie où tout s'accumule. Tout ce qui peut foirer, foire en même temps. Vous savez, votre voiture tombe en panne, votre frigo tombe en panne, votre four à micro-ondes tombe en panne, votre femme commence à s'énerver avec vous, vos enfants, vous ne les comprenez plus, il n'y a plus rien qui va. Vous perdez des contrats, voilà, il n'y a plus rien qui va. Vous connaissez ces moments où vous avez l'impression que tout s'enchaîne ? Eh bien, il n'y a rien de mystique à tout ça, il n'y a aucun acharnement des étoiles, des cieux ou de qui que ce soit d'autre que nous-mêmes. C'est que, à partir du moment où nous nous mettons en mode négatif, le cerveau, écoutez bien, c'est une information capitale, le cerveau fonctionne avec des filtres. Comme il capte des centaines, voire des milliers d'informations à la seconde, pour éviter de surchauffer, le cerveau fait des tris entre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Il va s'assurer que vos organes vitaux fonctionnent ou que les informations que vous recevez par votre environnement soient ceux qui vous intéressent. Et le reste, il les met de côté. Or, si vous êtes en mode problème, votre cerveau va faire une chose, il va se mettre à chercher, à identifier tout ce qui est source de problème, alors qu'en temps normal, si vous êtes dans un autre mode, il ne les repère pas, ou en tout cas, il attache beaucoup moins d'importance. Alors, puisque nous sommes toujours en mode problème, voilà ce qui se passe.
c'est qu'une fois que nous sommes dans cette phase de loi de Murphy, c'est-à-dire où tous les événements s'accumulent les uns derrière les autres, eh bien, nous allons arriver à continuer à amplifier le problème. C'est pas fini. On continue à se victimiser, à se plaindre et à se dire que ça va de plus en plus mal. Et la conjoncture va mal. Et en plus, il y a le confinement, il y a la maladie, il y a une crise. Toutes les tentatives de commerce n'ont pas réussi. J'ai essayé de contacter le client, mais le client ne veut pas. Et puis ma femme ne me veut plus parler. Oh! Vous vous souvenez de la taille qu'il avait au départ? Il rentrait dans ma poche. Alors vous connaissez l'expression « enfler un problème » ? Ben voilà. Je viens d'enfler un problème. Alors, bien entendu, je peux continuer à faire semblant et à le remettre d'où il vient. Voilà, attention, le petit micro. Voilà, et ça prend de plus en plus de place, forcément. Et comme il prend de la place, mes relations s'en voient détériorer. Même quand je vois des clients, ça les met mal à l'aise. Quand je rencontre de nouvelles personnes, ça les met mal à l'aise. Vous êtes vous-même mal à l'aise. Ça va mal, mais vous savez, c'est pas encore fini. Il y a bien entendu cette fameuse loi de Murphy, mais quand vous continuez effectivement à alimenter ce problème, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est qu'il y a cette fameuse phase où, vous savez, vous êtes dans le fond du tunnel, et dans le fond du tunnel, au lieu d'utiliser votre énergie qui vous reste à essayer d'en sortir, vous creusez encore un peu plus. Vous creusez, et au lieu de creuser des petites marches dans les parois de la terre, vous creusez et vous allez de plus en plus profondément. Et à un moment donné, à force de vous victimiser, voilà. Vous perdez confiance en vous, vous perdez confiance aux autres, vous perdez confiance en votre environnement. Ceci s'appelle vulgairement l'immobilisme, la dépression nerveuse, la déprime, le burn-out. Vous connaissez probablement l'expression « j'étouffe ». Voilà, mes amis. Voilà ce que c'est qu'étouffer, c'est que vous êtes là, vous en avez de trop, beaucoup trop. On ne voit plus rien, je n'ose même plus avancer, voilà. Alors, avertissement, mes amis, ceci est fait par un professionnel, ne pas reproduire à la maison. Il n'y a pas de trucage, ceci est un vrai sac. Alors, bien entendu, vous allez voir votre famille, ou en tout cas votre famille vous voit, vos amis, votre collègue bienveillant, et vous dit « Mais enfin, Michel, vois ça sous un autre angle, fais quelque chose. » Alors oui, il faut voir ça sous un autre angle. Alors, allez, on va voir ça sous un autre angle. Allez, hop. Voilà, là. Enfin, j'ai beau changer d'angle, sauf que le problème est toujours là. Ce n'est toujours pas le bon mode de fonctionnement. Je suis toujours en mode problème. Je vais voir un psy. Le psy me dit de lâcher prise. Enfin, je n'y arrive pas. Jusqu'au jour où, poussé par la détresse, je réalise et je prends conscience que si j'ai été, quelque part, responsable de cette situation, je n'ai pas créé le problème était bien là. Sauf que le problème, je l'ai amplifié, je me suis fait mes propres films, et mes films étaient des films catastrophes, et le problème est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si j'ai donc la responsabilité de ce focus de transformation et d'interprétation du problème, peut-être que je peux en avoir une nouvelle, c'est celle qui va me permettre de sortir et me dire, tiens, et si je créais une ouverture? Oh là là, oui, mais c'est parfois très difficile, mais voilà. Et je crée ce qu'on appelle une ouverture. Qu'est-ce qui m'a permis de créer une ouverture? C'est de me dire qu'il y avait peut-être des solutions dehors et je commence à câbler mon cerveau différemment en mode solution. Et je commence à indiquer à mon cerveau que je vais aller chercher maintenant des solutions. Et à partir du moment où vous allez chercher des solutions, vous allez effectivement devoir continuer à les chercher, à les trouver en vivant de petits succès en petits succès, en rencontrant peut-être de nouvelles personnes, en quittant peut-être des relations toxiques qui vous pourrissent la vie, qui vous empêchent d'évoluer, en quittant peut-être un environnement toxique qui vous empêche d'évoluer. Et ne cherchez pas à vouloir faire des choses extraordinaires. Les petits succès sont des petites réussites. Par exemple, vous réussissez pour la première fois à faire, c'est tout bête, à faire un gâteau alors que vous n'y êtes jamais arrivé avant, eh bien c'est un petit succès. Commencez, et de petit succès à petit succès, vous allez câbler votre cerveau en mode succès et en mode solution, et trouver, sans vous n'en ayez conscience, la solution pour sortir de ce problème. En sortir. Tout simplement en mettant le focus sur la solution. Le problème elle-même, l'environnement n'a pas changé, si ce n'est que mon regard sur le problème a changé et m'a permis d'en sortir. Alors bien entendu,
c'est parfois très douloureux. Vous le voyez, la cicatrice est béante, on la voit. On n'est pas dans le déni, la difficulté est bien là, mais j'en suis sorti. Ce qui m'a permis en fait d'en sortir, c'est de changer le regard sur le problème, sur le défi. Et une fois qu'on en est sorti, c'est ce qu'on appelle faire son deuil. Et à partir du moment où on fait son deuil, c'est là où la résilience entre en ligne de compte. La résilience, c'est arriver à transformer une expérience douloureuse en une opportunité extraordinaire. C'est parfois même, pour certaines personnes, une vraie renaissance. Nous avons réellement, les amis, le pouvoir de créer nos réalités. La réalité, c'est celle que vous vous faites vous-même. Face à une vague, moi j'habite dans le sud de la France, en face de l'océan Atlantique, et sur l'océan Atlantique, il y a des vagues extraordinaires, et sur ces vagues, vous pouvez apprendre à surfer dessus, ou alors rester sur la plage et vous dire « mince, ces vagues sont dangereuses ». La même vague, mais deux regards différents. C'est vous qui décidez. Si c'est la fin du monde, ça le sera réellement. Notre cerveau fonctionne avec ces filtres comme sur Instagram. Vous avez un instant T et cet instant T, vous allez le transformer. C'est la même réaction face aux peurs. Nous pouvons avoir peur qui sont des réactions primaires et ces peurs sont indispensables pour nous sauver et ces peurs doivent nous pousser à l'action. Retenez bien ça, nos peurs doivent nous pousser à l'action. Mais est-ce que nos peurs sont nos meilleurs amis? Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo dans laquelle vous allez voir comment nous pouvons appréhender les perceptions différentes et comment nos perceptions peuvent nous tromper au point, parfois, de vivre des moments dramatiques alors qu'ils ne le sont pas. Regardez. Chickadee! Ja, du är inte alls kille. Och så gör vi en dag, Nous avons vu ici deux situations quasiment similaires. Vous avez vu une adolescente, allez, on va dire au bas mot 14 ans, une grand-mère beaucoup plus âgée, et ces deux situations similaires sont presque une métaphore de vie. Ouais, vous savez, la vie c'est comme des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Eh bien dans cette métaphore de vie, nous avons eu deux réactions différentes alors que la situation était quasiment la même. Pourquoi nous avons cette adolescente qui se met dans cet état, alors que d'un autre côté, nous avons la grand-mère qui semble prendre beaucoup de plaisir pour une situation quasiment similaire? Eh bien, regardez bien, la démonstration est claire. Tout commence par ces films que nous nous faisons dans la tête. Regardez, vous êtes adolescent, vous montez dans la montagne russe et vous êtes avec vos amis et poussez avec vos amis, vous y êtes, que vous l'ayez choisi ou pas, vous y êtes, vous paniquez un peu, mais vous n'osez pas le dire. Vous êtes assis et pendant que ça monte, vous commencez à faire votre film et vous commencez à vous rassurer. Clac, 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 clac. Et pendant que vous montez, vous dites, même pas peur, ça va, même pas peur, ça va le faire, c'est très bien. Arrivez au sommet. Vous arrivez tout en haut, vous êtes dans le premier wagonnet. Et dans le premier wagonnet, vous voyez le vide. Et en voyant le vide, vous vous dites, et merde, c'est haut quand même. Et là, le cerveau reçoit une première alerte. C'est haut, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Première alerte au cerveau. C'est haut. Le cerveau va se mettre en mode combat. Attention, qu'est-ce qui se passe? Et là, sans que vous vous en rendiez compte, la traction démarre de 0 à 80 km/h en 3 secondes. Et là, votre souffle est coupé parce que vous êtes dans cette accélération. Et là, vous dites, je vais mourir.
vous vous dites, je vais mourir. Le cerveau, ne faisant pas de différence entre ce qui est vrai ou pas, ne fait pas de différence entre ce que vous évoquez et ce qui est réel. Lui, il ne voit qu'une chose, en tout cas, il n'entend qu'une chose, je veux mourir. Comment ça, je veux mourir? Non, je veux pas mourir. Donc, accélération du rythme cardiaque. Et on va sécréter toutes les hormones du stress pour faire en sorte que vous puissiez aller en survie. Vous allez respirer de plus en plus fort et vous allez avoir un cœur qui va battre la chamade. Et là, vous avez l'impression que vous allez mourir parce que vous en êtes convaincu. Et ensuite, arrive la deuxième montée, clac, 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 clac. Allez, ça va. Vous essayez de vous rassurer. Ça va. Ouh, ça va. Je suis pas mort. Et là, ça redescend. Et là, vous vous dites, je vais remourir. Et là, vous vous faites encore un autre scénario. Prochain virage qui arrive, vous vous imaginez qu'une petite roulette du wagonnet se décroche, et là, vous vous voyez dans votre tête, vous voyez le wagonnet se décrocher, vous ratez le virage et vous faites un vol plané, et vous savez que vous allez remourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Mais le cerveau voit ça et se met dans cette condition-là pour survivre, car il ne veut pas mourir. Et c'est le drame. À l'inverse, la grand-mère, elle, il était hors de question pour elle de mourir. Pour elle, c'était un environnement sain, place au plaisir. Elle avait confiance dans l'infrastructure. Cette confiance a généré effectivement cette énergie qui lui a permis de pouvoir rire. Et c'est un petit peu comme cela que nous fonctionnons. Quel est le film que vous vous faites dans les montagnes russes dans lesquelles vous êtes? Si vous vous dites « je suis mort », votre cerveau va justement se concentrer sur « je ne veux pas mourir ». Et si vous vous dites « je veux m'amuser » ou « je veux être créatif » ou « je vais gagner », votre cerveau va chercher les voies qui vous aideront à gagner, à y arriver, à être heureux, à rire, à profiter de la vie. Alors en vous montrant cette vidéo, j'en ai profité aussi pour vous démontrer que notre cerveau nous trompe. Qu'il nous trompe et que nos perceptions ne sont peut-être pas la vérité. Elles ne deviennent que la réalité si vous-même vous le décidez. Regardez, intuitivement, je vous demande de vous concentrer juste un instant, ou pas trop justement. En regardant cette vidéo, il y a une des deux personnes, l'adolescente et la grand-mère, qui est restée plus longtemps à l'image que l'autre. Est-ce que, selon vous, c'est l'adolescente qui est restée plus longtemps à l'image? Ou est-ce que c'est la grand-mère? N'essayez pas d'intellectualiser, vous vous dites s'il pose la question, c'est qu'il y a un loup, peut-être, peut-être pas, mais je veux juste vous démontrer que nos perceptions nous trompent. Pour avoir fait cette expérience avec de multiples, de nombreuses personnes, beaucoup de gens auront tendance à dire que l'adolescente est restée plus longtemps à l'image que la grand-mère. Et c'est probablement votre réponse. Néanmoins, la réalité, c'est que c'est la grand-mère qui est restée un peu plus longtemps que l'adolescente à l'image. Que s'est-il passé? Pourquoi vous avez eu l'impression que l'adolescente est restée plus longtemps à l'image et que ça devienne votre vérité, votre réalité, alors que ce n'est pas vrai? Eh bien, voilà ce qui s'est passé avec votre cerveau. C'est qu'au début, quand vous avez regardé cette vidéo, vous avez souri. La situation était cocasse, ça vous a fait sourire. Et puis, progressivement, ça commençait à durer longtemps et vous avez vu que cette jeune fille se sentait mal, et très très mal à l'aise. Et plus elle se sentait mal à l'aise, plus vous-même, vous avez ressenti ce mal-être. Ça s'appelle l'empathie. Et l'empathie, c'est ce qui fait qu'on ressent ce que l'autre ressent. Et à un moment donné, vous étiez aussi mal à l'aise. Et quand vous êtes mal à l'aise, notre rapport avec le temps change. Vous connaissez ces moments où une minute peut paraître une éternité. Et ce sont souvent ces minutes dans lesquelles vous êtes dans des difficultés, dans des situations inconfortables. Alors qu'une minute, quand vous êtes avec une personne que vous aimez énormément, peut paraître trop court. La même minute, mais deux perceptions différentes. Et en fait, avec la grand-mère, vous avez passé un bon temps, tellement du bon temps que vous ne vous êtes pas soucié du temps. Et elle est restée plus longtemps en image. On aurait pu laisser la grand-mère encore plus longtemps, ça ne nous aurait pas ennuyé. Vous voyez où je veux en venir? Les images que vous vous faites vont créer votre réalité. C'est la même chose pour les feux rouges. Vous avez remarqué que quand vous êtes en retard, tous les feux semblent passer au rouge. Puis en plus, sur la route, il y a un tracteur, puis le camion poubelle, puis c'est de nouveau le rouge, puis vous arrivez sur une route où vous ne pouvez pas doubler, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les éléments s'acharnent contre moi? Non, les amis, ce ne sont pas les éléments qui s'acharnent contre vous. Une étude anglaise a enfin expliqué pourquoi, quand nous sommes en retard, nous tombons toujours sur les feux rouges, sur les grands-pères en voiture qui roulent très doucement, les moissonneuses batteuses, les tracteurs, ou n'importe quelle autre chose qui va nous faire arriver plus en retard.
Au fond, ce n'est pas parce qu'on est en retard. Cette étude démontre que vous avez tous ces obstacles sur votre route quand vous êtes en retard, parce que vous êtes en retard. Oui, je sais, la réponse peut vous paraître ridicule, mais c'est vrai. En fait, retenez bien ce que je viens de vous dire. Votre cerveau va s'occuper des choses qui occupent votre esprit en ce moment. Si vous êtes en retard, le cerveau va faire qu'une chose, il va mettre les filtres en retard, en avant, et donc il va repérer tout ce qui va accentuer votre retard. Or, on sait, grâce à cette étude, qu'il n'y a pas plus de feux au rouge que d'habitude, pas plus de tracteurs que d'habitude, pas plus de papis sur la route que d'habitude. C'est juste que les autres fois, parce que vous n'êtes pas en retard, vous n'y prêtez pas attention. Les feux rouges ne vous agacent pas quand vous avez le temps. Ils vous agacent que quand vous n'avez pas le temps. C'est purement cérébral. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que de l'imagination, des filtres et ce qu'on appelle en neurosciences, on appelle ça des biais cognitifs. Et les biais cognitifs fonctionnent effectivement pareil. On parle des peurs et souvent on confond la peur avec l'anxiété. Eh bien, quand on a peur face à l'inconnu, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. La peur, je le disais tout à l'heure, est une émotion primaire qui nous permet de passer à l'action. L'anxiété, en revanche, est une représentation mentale que vous vous faites d'un événement. Et on peut la changer instantanément. L'anxiété ou les angoisses sont des représentations. Alors ceci me mène à parler maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne le cerveau et comment ce cerveau fonctionne avec des filtres. Le moment est venu de vous parler d'optimisme. Alors l'optimisme pour moi c'est ça. Voilà, c'est peut-être cocasse, on peut se moquer du chien. En attendant, le chien court derrière le rhinocéros et c'est bien le rhinocéros qui est devant et qu'il ait peur ou pas, peu importe l'interprétation que vous donnez. Mais l'optimisme, en général, sera décrit comme un état psychologique ou un état mental qui nous permet d'appréhender les difficultés et les inattendus de la vie de façon positive. Ça, c'est ce qu'on lit dans le dictionnaire. Sauf que pour moi, cette définition n'est pas complète, n'est pas satisfaisante. Parce que ça, c'est la définition pour moi de ce qu'on appelle l'optimisme BA. Alors sur LinkedIn, j'anime quasiment tous les jours une petite rubrique où je poste une photo pour me moquer un petit peu de l'optimisme BA, vous savez, de ces moments où on pense que tout va aller bien, mais il n'y a aucune raison que ça aille bien parce que vous n'avez pas mis en place la sécurité nécessaire ou pas mis en place le protocole nécessaire pour que ça fonctionne. L'optimisme, c'est pas se dire que ça va fonctionner sans rien faire. C'est pas juste parce que vous êtes positif que ça va fonctionner. Ça ne suffit pas. Si vous vous dites que demain tout ira mieux mais que vous ne changez rien dans votre quotidien, demain sera pareil qu'aujourd'hui. Et après-demain sera pareil qu'avant-hier, si vous faites toujours la même chose. Donc, porter un regard positif sur la vie, les événements, les projets, les idées, n'a jamais rien changé. Donc, laissez-moi compléter cette définition. L'optimisme, ce n'est pas juste un regard positif sur la vie, mais c'est également une énergie. Une énergie qui vous pousse à prendre des décisions, à passer à l'action, à faire preuve d'audace, à oser faire les choses. L'optimisme, c'est faire des choses que vous n'avez peut-être jamais faites avant, mais vous dites « je vais y arriver, je vais le faire ». L'optimisme, c'est cette énergie qui vous pousse à faire des choses, à fédérer les gens, à rencontrer les gens, à imaginer des choses. Et au fond, 2021 sera fabuleuse parce que vous l'avez décidé. Vous l'avez décidé parce que vous avez décidé que quoi qu'il vous arrive, vous transformerez tout en or. À l'image de ce que vous voyez là maintenant, de cette maison, la maison elle est là, comme elle est, et pourtant vous pouvez lui donner de la couleur. Eh bien l'optimisme c'est ça. La maison est là, rien n'a changé, mais vous lui apportez de la couleur, du relief. La vie devient ce qu'on en fait. Et c'est ce que l'optimisme provoque. À l'inverse, le pessimisme, mais on vient de le voir avec la métaphore du sac poubelle. Donc, laissez-moi vous donner 6 astuces. 6 astuces qui vont vous permettre de développer ou d'entretenir l'optimisme au quotidien. Mais, avant de vous donner ces 6 astuces, laissez-moi répondre à cette question. Je vous avais promis d'y répondre au début de ma keynote. Est-ce que nous naissons optimistes ou est-ce que nous le devenons ? C'est une question ancestrale et la science y a répondu enfin et la génétique et les sciences cognitives y ont répondu. Les deux. Nous naissons avec et nous le devenons. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que suite à des études génétiques,
donc la biogénétique a découvert dans notre ADN que nous étions tous dotés du gène de l'optimisme. Ce gène s'appelle le gène 5-HTT, vous pourrez chercher plus tard si vous voulez, il est communément aussi appelé le gène du bonheur. Ce gène 5-HTT, eh bien, c'est le gène que tous les hommes ont en eux. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que nous naissons tous avec cette capacité et nous sommes tous programmés à être optimistes. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Bon. Moins bonne nouvelle, c'est que ce gène 5-HTT existe en version longue et il existe aussi en version courte. C'est-à-dire que les génomes sont plutôt longs, plutôt courts, ils ont voilà, le même patrimoine, mais la longueur n'est pas la même. Alors s'il est long, ce sera plus facile pour vous. S'il est court, ce sera plus dur. Bon, ça c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais vous avez quand même ce gène en vous. Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est effectivement quelque chose que l'on peut apprendre. Donc c'est parfois même de notre éducation, de notre culture, mais on peut apprendre à devenir optimiste comme on peut apprendre n'importe quelle compétence. Demain, vous voulez apprendre à jouer du piano ou de la guitare, vous prenez un piano, vous prenez vos partitions, vous allez suivre des leçons, vous vous exercez, et en vous exerçant, vous pouvez devenir un virtuose. Eh bien, si aujourd'hui, vous avez plutôt des difficultés à être optimiste, on peut éduquer notre cerveau et avoir cette hygiène de vie à l'optimisme et nous éduquer à voir la vie différemment pour qu'elle soit plus constructive et changer nos filtres, changer nos biais cognitifs. Eh bien, les astuces que je vous donne maintenant vont vous aider à entretenir ou à développer l'optimisme au quotidien. Première astuce, c'est de chercher les avantages et les bénéfices dans tout ce que vous voyez. Cherchez les avantages et bénéfices. C'est vous qui décidez. Effectivement, il peut arriver qu'il vous arrive un événement fortuit qui ne vous convient pas, parfois même très malheureux, mais c'est vous qui décidez. Cherchez les avantages et bénéfices dans l'épreuve, c'est vous qui décidez. Est-ce que quelque chose est grave ? Je l'ai dit tout à l'heure. Les avantages et bénéfices, c'est de se dire que si on est en état de crise, un état de crise nous permet aussi de développer de nouvelles idées. Quand Internet est arrivé sur le marché dans les années 90, ça a été une vraie révolution et le monde a changé depuis Internet, mais le monde du commerce a également changé. Et à l'époque, j'étais salarié, cadre commercial, je vendais des pneus et j'avais beaucoup de clients qui étaient scandalisés qu'Internet leur vole leur clientèle. Les clients venaient dans leur garage avec les pneus sous le bras et n'achetaient plus les pneus chez eux, ils ne venaient que pour les monter. Et j'avais des clients hystériques au téléphone qui me disaient « c'est foutu, on va mourir ». Et moi, mon rôle était de leur apprendre qu'on pouvait trouver les avantages et bénéfices. Oui, vous avez perdu une vente. Ça, c'est vrai. On ne va pas le nier. Mais ce client qui vient dans votre établissement, vous le connaissiez ? Ah non, jamais, je ne l'ai jamais vu. Ben, très bien. Donc, ça veut dire que vous avez dans vos murs un client que vous n'avez jamais vu avant. Oui, mais il est venu avec des pneus qu'il n'a pas acheté chez moi. Pop, pop, pop. On se calme. En général, quand vous faites des pneus, c'est que vous êtes un garage, c'est que vous faites aussi de la vidange. Ça ne peut pas se faire sur Internet. C'est que vous faites aussi du parallélisme. Ça ne se fait pas sur Internet. Puis l'équilibrage, le montage. Ben, augmentez vos prix du montage. Et si tout le monde se met d'accord, eh bien vous allez avoir de nouveaux clients qui vont venir vers vous. Vous avez perdu une vente d'un produit d'appel peut-être, mais vous allez vendre peut-être d'autres services. Accueillez ce client à bras ouverts. Eh bien, ceux qui ont réussi à faire ça, 20 ans après, existent encore aujourd'hui. Ceux qui ont résisté face à cette évolution, à ce changement d'air, à cette vraie révolution, ont fermé boutique. Cherchez les avantages et bénéfices de ce qui vous arrive. Râlez un moment, râlez un bon coup, soyez en colère, c'est très bon pour vous également, mais n'y restez pas trop longtemps. Mettez-vous vite en mode optimiste et cherchez les solutions. Ensuite, apprenez à être plus flexible. Être plus flexible, c'est effectivement se dire, voilà, on ne peut plus travailler, la crise sanitaire est passée par là, on ne peut plus aller au bureau. Mais la flexibilité, c'est qu'on est tous passés au télétravail. Eh bien, c'est de la flexibilité. Aujourd'hui, on ne se voit plus. J'aurais aimé vous voir chez vous, dans votre beau pays. Je ne peux pas le faire. Eh bien, c'est une opportunité. On se voit, mais au moins, on se connaît. Et je viendrai peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Je vous verrai. Mais en tout cas, la flexibilité, c'est ce qui nous permet effectivement de dire, qu'on peut peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin. La flexibilité, c'est un petit peu comme cette image. Oui, là, vous me voyez, là, en 2003, comme j'étais cadre commercial, quand je le dis, là, dans un salon avec des pneus. La flexibilité, c'est quoi ? Je me suis rendu compte que quand j'allais visiter mes clients, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, je vendais des pneus, donc beaucoup de garages. Et vous connaissez, quand vous allez dans un garage, en général, les garagistes ne sont pas en costume cravate.
Et moi, en bon commercial, j'allais en costume-cravate voir mes clients. Or, j'avais observé que mes clients, quand ils voyaient des commerciaux arriver, que ce soit moi ou mes concurrents, immédiatement, en ouvrant la porte, ils vous flairent, ils vous repèrent. Et ils ont autre chose à faire que de voir des commerciaux. Et en fait, sans que vous n'ayez dit quoi que ce soit, vous êtes déjà, dans certains cas, si pas mal accueillis, en tout cas accueillis avec beaucoup de réserve. Et j'ai donc constaté que si je faisais un petit peu preuve de flexibilité et que j'allais peut-être plus me synchroniser avec mon client, j'ai décidé de rester bien habillé, bien entendu, mais comme maintenant, d'enlever la cravate. Et le fait d'avoir juste enlevé ma cravate, ça a créé un lien avec les clients qui m'accueillaient déjà avec beaucoup moins de méfiance et c'était beaucoup plus facile de créer du lien. Ressemblez aussi à vos clients là où c'est possible. Voilà, faire preuve de flexibilité, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple, on ne choisit pas ce qu'on est physiquement, mais on peut soi-même accepter ce qu'on est. On peut apprendre à s'aimer soi-même, on peut même apprendre à faire de belles choses avec ce qu'on est. Vous ne le voyez peut-être pas, mais quand je porte des lunettes, je ressemble à François Hollande. Oui, je sais. Mais quand les gens me voyaient dans la rue et que je portais des lunettes à l'époque, parce que j'étais myope, entre-temps je me suis fait opérer, nous avions les élections présidentielles en 2012 avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, et je ne pouvais plus sortir une journée de chez moi sans que les gens me demandent si j'étais François Hollande. Ça devenait vite fatigant. J'en pouvais plus. Alors, j'aurais pu rester enfermé chez moi, mais faire preuve de flexibilité, c'est de se dire, ok, je peux effectivement m'en offusquer et être blessé, vexé, mais je peux aussi décider de m'en amuser. Et le jour où j'ai commencé à m'en amuser, ça a fait le bonheur de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont commencé à faire des selfies. Et j'ai commencé même à faire de la télévision. Et dernièrement, j'ai même joué dans un film avec Franck Dubosc. Vous savez, voilà, ici, il y a quelques années de cela, j'ai été même en Guadeloupe pendant 2 semaines, tourner le film All Inclusive. Vous le voyez, je ne vous raconte pas de bêtises, je suis avec Franck Dubosc, François-Xavier Desmaisons, et c'est un film avec également Josiane Balasco. Et vous voyez, j'ai joué le rôle de François Hollande. Voilà, l'acteur que vous voyez à droite, c'est moi, avec les lunettes à la François Hollande. La flexibilité m'a permis effectivement d'accepter mon physique et de vivre une expérience extraordinaire. Faites preuve de plus de flexibilité. Ensuite, soyez plus dans la gratitude. On ne dit pas assez merci, pas assez merci à la vie, pas assez merci au quotidien. Dites plus souvent merci. Quand vous allez mal, forcez-vous et éduquez votre cerveau à aller chercher 3, 4 ou 5 raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Merci pour cet événement. Merci de pouvoir continuer à se voir, même si c'est par caméra et écran interposé. Merci pour le bon repas que j'ai mangé. Merci pour la rencontre que j'ai faite. Merci d'être là, les amis. Le cerveau ne peut pas émettre 2 émotions diamétralement opposées en même temps. Donc quand vous allez mal, ou que vous êtes en colère, ou que vous avez une mauvaise journée, le fait d'aller chercher, d'éduquer votre cerveau, aller chercher des événements positifs pour lesquels vous pouvez faire preuve de gratitude et dire merci, va chasser de votre esprit toute négativité. Ça fonctionne. Et ensuite, riez plus souvent. Riez plus souvent parce que le rire dédramatise. Le rire fédère les hommes et les femmes. Le rire nous permet aussi de nous lier les uns aux autres, nous permet aussi d'avoir des meilleures idées et sécrète surtout les hormones du bonheur qui va vous aider à vivifier la créativité, votre envie, votre enthousiasme, votre motivation. Riez plus souvent. Changez également votre vocabulaire parce que le cerveau est également sensible aux mots que vous utilisez. Attention, le cerveau interprète tous vos mots et les interprète en métaphores, en images. Chaque mot est une image. Et chaque expression a aussi son importance. Vous savez, pour dire que quelque chose est bien, on va dire c'est pas mal, c'est pas moche, c'est pas mauvais, c'est pas stupide. Et alors, il y a la championne du monde, c'est plutôt pas mal. Alors, le cerveau ne retient pas la négation. En tout cas, le cerveau n'interprète pas la négation. On la comprend, on l'identifie, mais le cerveau, lui, ne fait pas de différence avec la négation. Dites plutôt c'est bon, c'est bien, c'est génial. C'est une bonne idée. Et c'est en cela que le cerveau va identifier les mots positifs et les mots de l'action. Alors j'ai un défi à vous proposer, c'est quand vous écrivez des emails. Quand vous écrivez des emails, relisez votre email et à chaque fois que vous voyez une formulation en négatif ou en négation,
relisez-le et changez cette formule. Et là où c'est possible, enlevez la négation pour qu'elle ne soit plus là. Quand vous commencez une phrase par « c'est pas stupide », l'œil de la personne à qui vous envoyez l'email va voir « stupide ». Et en une fraction de seconde, ce qui va se passer, c'est que stupide va être lié à une émotion. Or, vous vouliez dire « c'est intelligent ». Alors dites « c'est intelligent » ou « c'est brillant », « c'est une bonne idée ». Et l'œil tombera sur ces mots positifs et générera des émotions positives auprès de vos interlocuteurs. Faites-le, c'est bon pour vous, mais également pour les autres et votre communication. Bannissez les expressions négatives de votre vocabulaire et ça changera votre quotidien. Ensuite, apprenez à relativiser. Est-ce que c'est réellement grave ce que vous vivez? Oui, peut-être. Est-ce que c'est la fin du monde? Peut-être, c'est vous qui décidez. Relativiser, c'est effectivement dédramatiser. C'est de se dire que, ok, on va trouver des solutions, c'est grave, mais on aura des solutions, on va trouver des idées. Dédramatiser, par exemple, pour rire, si vous pesez 100 kilos sur Terre, vous n'en faites que 38 sur Mars. Non, vous n'êtes pas gros, vous êtes juste sur la mauvaise planète. Le fait de dédramatiser vous permet de vivifier le cerveau vers les solutions. C'est pas si grave que ça. C'est vous qui décidez. Alors, au début de ma keynote, je vous disais que nous n'avions que 10% de chance de réussir, en tout cas c'est mon histoire, mais on vous l'a peut-être déjà dit. On vous a peut-être déjà dit que vous n'auriez que 10% de chance d'y arriver. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez trop grand, trop petit, pas assez éduqué, pas assez diplômé, ou peut-être trop diplômé, que vous étiez trop cher, pas assez cher. On vous a peut-être dit que ça va être difficile et ça le sera probablement. Des portes se sont fermées, mais des fenêtres peuvent s'ouvrir à vous. C'est à vous de trouver ces opportunités. Mais si vous vous lancez vraiment, avec foi, que c'est possible et que vous vous mettez vraiment à l'action, c'est là, et seulement là, que le miracle s'opère. Mon fils, Louis, a maintenant 3 ans. Nous n'avions que 10% de chance de l'avoir. Il est pourtant bel et bien là. N'abandonnez jamais. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les amis.